Donc, défilé من هناك. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, merci à tous nos orateurs qui viennent eux aussi de loin et de près, et merci à vous qui vous êtes déplacés de toutes les villes du Maroc. Nous continuons toujours notre congrès, 3e congrès de l'ADN, dont je remercie les responsables et les organisateurs. Je vous remercie vous aussi, comme je l'ai dit toujours. Et nous avons aujourd'hui avec nous Dr Swirti Zouher. C'est vrai qu'il est jeune. Ça fait plaisir à la médecine marocaine d'avoir des orateurs comme vous. Merci beaucoup. Vous êtes de Fès et vous êtes neurologue, épileptologue, mais aussi somnologue. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous et de nous traiter la neuropathie diabétique. Ce thème étant sponsorisé par les laboratoires Promopharm que nous remercions, et nous remercions toujours tous les laboratoires qui ont tenu à nous encourager et à nous aider pour organiser cet agréable congrès qui est un congrès de confraternité et convivialité. Je vous remercie vous aussi et je remercie notre cher professeur Swirti Zouher. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup madame, merci le jury, honorable assistance. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Donc je suis aussi intéressé par tous vos thèmes. D'ailleurs le thème qui vient d'être présenté, qui intéresse toutes les disciplines, et tout ce qui est valable pour le cœur est valable pour le cerveau. Et donc du système nerveux central au système nerveux périphérique. Donc nous allons traiter les neuropathies diabétiques. Voilà, donc plutôt les neuropathies diabétiques. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler de la neuropathie diabétique, mais en réalité il y a plusieurs types de neuropathie diabétique, même si on va parler essentiellement de la neuropathie diabétique commune, qui est la polyneuropathie sensitive. Donc, vous êtes donc mieux placé donc, pour connaître la prévalence du diabète de partout le monde, et également, en l'occurrence, dans notre pays, où la prévalence donc, est avoisinant 6,6%. Donc, c'est une prévalence qui est importante, et même des chiffres plus que 6,6%. Ça témoigne du caractère endémique de la maladie. Et la neuropathie diabétique est une complication qui est très fréquente, aussi bien dans sa forme symptomatique que dans sa forme asymptomatique. Et la neuropathie diabétique, il doit être dépisté et traité précocement afin d'améliorer la qualité de vie des patients diabétiques. Donc, en clinique, on n'a pas besoin de faire un bilan complémentaire très poussé pour dépister la neuropathie diabétique. On a besoin d'un examen clinique économique pour dépister cette complication diabétique qui entrave et qui va être source de problèmes et de retentissement sur la qualité de vie des malades diabétiques, notamment par la douleur neuropathique, la douleur de type neuropathique. Si on prend par exemple la prise en charge du diabète au Maroc et les données statistiques qu'on a au pays, et je prends un travail qui a été fait par le chef de service d'épidémiologie, notre professeur Njari, sur les données sur la neuropathie diabétique. On trouve que la prévalence de la neuropathie diabétique, elle avoisine 45%. Donc, vous voyez dans la dernière rangée où vous trouvez la rétinopathie, les maladies cardiovasculaires et la neuropathie, à peu près 44-45%, aussi bien dans le type 1 que dans le type 2. Et c'est une prévalence assez importante. Et ici, on parle de la neuropathie symptomatique. C'est-à-dire qu'on trouve, que les cliniciens trouvent dont le malade se plaint, mais imaginez qu'il y a une part de neuropathie asymptomatique qu'on peut dépister
facilement en clinique, donc au cabinet. Ici, c'est la prévalence de la neuropathie diabétique douloureuse. Et j'insisterai tout au long de cet exposé sur la douleur comme un problème majeur qui entrave et qui détériore la qualité de vie des malades diabétiques. Ici, vous voyez que si on prend par exemple les facteurs de risque de la neuropathie diabétique douloureuse, on va trouver qu'il y a l'obésité androïde avec un tour de taille plus de 80 cm. Il y a également la néphropathie diabétique. Donc, ce sont des facteurs de risque de neuropathie diabétique douloureuse. D'accord ? Ici, les différentes études où on compare la prévalence de la neuropathie diabétique douloureuse, et on a des chiffres qui sont donc à peu près les mêmes, aux alentours de 45, ça ne dépasse pas généralement 50%. Voilà également ici la fréquence comparée de la neuropathie diabétique douloureuse, donc entre différentes séries. Là, c'était la neuropathie générale, et ici la neuropathie douloureuse, et on a par exemple une différence dans la répartition géographique, et probablement les populations moyennes orientales auraient plus de neuropathie douloureuse. Voilà. Sur le plan physiopathologique, c'est difficile de donner des hypothèses validées ou des mécanismes qui sont unanimes, certifiés, mais généralement, il n'y a toujours que des hypothèses, et les principales hypothèses qui sortent dans la physiopathologie de la neuropathie diabétique, c'est essentiellement un mécanisme secondaire d'hypoxie endoneurale. Ça veut dire qu'il y aura une dégénérescence neuronale par une hypoxie. Donc ça, c'est par le biais de la microangiopathie que vous connaissez, par atteinte des vasas nervorum au niveau des nerfs, et qui va donner cette souffrance des axones myélinisés, surtout non myélinisés et amyéléniques. Donc il y a cette accumulation du sorbitol au niveau de la membrane basale qui va aussi altérer et aggraver la microangiopathie, le déficit en myoinositol. Donc tous ces facteurs sont les principaux facteurs sur lesquels on travaille actuellement pour développer de nouvelles thérapeutiques qui sont validées, dont certains sont validés chez l'animal, qui ne sont pas encore validés chez l'être humain. Si on prend par exemple, donc pour parler de la polyneuropathie sensitive, sur le plan de la classification de la polyneuropathie, donc maintenant, on a dit qu'il y a des neuropathies diabétiques, d'accord? Et dans les neuropathies diabétiques, la neuropathie la plus fréquente et la plus commune, c'est la polyneuropathie sensitive. La polyneuropathie sensitive, la plus commune et la plus fréquente, donc qu'on va développer maintenant. Et comme classification, donc on va classer les polyneuropathies en fonction des fibres touchées. Donc on peut avoir les petites fibres touchées, et ça échappe à l'EMG. Donc c'est difficile de les mettre en évidence dans l'examen EMG. Il y a la neuropathie, toujours la polyneuropathie sensitive des grosses fibres. D'accord? Il y a la polyneuropathie mixte qui touche les deux catégories de fibres. Et il y a la polyneuropathie asymptomatique, d'accord? Et il y a la polyneuropathie aggravée par un contrôle ou un déséquilibre glycémique. Ça, c'est une nouvelle entité. Quand vous allez équilibrer un malade ou un malade qui est en déséquilibre glycémique, il peut développer une neuropathie, une polyneuropathie qui rejoint la polyneuropathie sensitive. Donc ça, c'est les principales catégories, et nous allons parler de la polyneuropathie sensitive commune que vous allez rencontrer et que vous rencontrez au quotidien. Les troubles sensitifs chez ce type de malades, donc ça commence au niveau des pieds, au niveau des orteils. C'est une polyneuropathie sensitive qui commence, elle est dite longueur dépendante. Donc il va toucher d'abord les
les fibres les plus longues dans leur extrémité. Et ça va donner donc des problèmes en distal, des problèmes sensitifs. Et ces problèmes sensitifs, ils peuvent être d'ordre douloureux, c'est des symptômes douloureux ou des symptômes non douloureux. Par exemple, certains patients, tout au début de leur histoire, ils peuvent ne pas tolérer de prendre des chaussures. Et ça peut être banal, mais ça peut être un début, de façon typique, un début de neuropathie diabétique. Après, donc ça peut commencer des symptômes de la douleur neuropathique. Et ça, ce qui est le plus fréquent, c'est les symptômes de la douleur polyneuropathique. Et ça va commencer au niveau des orteils, progressivement atteindre le pied, ensuite à mi-jambe. Et quand il arrive à mi-jambe, il va commencer au niveau des mains. Donc vous allez avoir des paresthésies. Parfois, les diabétiques, ils vont plus exprimer les manifestations au niveau des mains qu'au niveau des pieds. C'est comme, par exemple, un syndrome du canal carpien qui démarre. Et quand on fait l'EMG, on découvre que c'est une polyneuropathie plutôt qu'un syndrome de canal carpien. Donc, c'est essentiellement la polyneuropathie typique et les autres symptômes, par exemple le déficit moteur, il va être très tardif. Jamais une polyneuropathie démarre avec un déficit moteur. À chaque fois qu'il y a un déficit moteur, c'est un drapeau rouge, et je vais vous montrer les drapeaux rouges devant une polyneuropathie qui doit vous alarmer pour dire attention, c'est probablement une neuropathie autre que la neuropathie diabétique, ou c'est une neuropathie diabétique autre que la neuropathie commune. Donc, vous avez des moyens simples qu'on a dit d'explorer, par exemple, la sensibilité. Et avant, donc ça c'est la sensibilité des grosses fibres. Mais pour tester les sensibilités des petites fibres, vous avez les tests au froid, les tests au chaud. Mais vous pouvez le demander aux patients, tout simplement. Est-ce que vous sentez correctement la chaleur? Est-ce que vous sentez correctement le froid? Et vous pouvez avoir des réponses surprenantes, comme quoi les patients ils ont difficulté à avoir donc, une sensibilité normale vis-à-vis le froid ou vis-à-vis le chaud, ou parfois une allodynie, c'est-à-dire qu'un stimulus qui est censé être normal va être douloureux. C'est juste à l'interrogatoire qu'on peut découvrir tous ces symptômes. Et pour tester les grosses fibres, il y a le test du monofilament à 10 grammes. Donc, un patient qui ne ressent pas le monofilament, c'est un patient qui a une atteinte de la sensibilité des grosses fibres. Et ça, vous allez le voir plus fréquemment chez les diabétiques de type 1. Donc, ça prédomine chez les diabétiques de type 1. Et par exemple, la sensibilité profonde. Sensibilité profonde, et ça, c'est aussi dans le type 1 plutôt que dans le type 2. Dans le type 2, c'est un stade plus évolué. C'est-à-dire que le patient va vous décrire que j'ai difficulté de l'équilibre. J'ai une ataxie, par exemple, quand je veux manger, je tremble. Et ça, c'est un trouble de la sensibilité profonde. Et ça, je suis sûr que vous le voyez, c'est des malades diabétiques vieux. Donc, ils ont une ataxie. Ce n'est pas une ataxie, ce n'est pas un tremblement dû aux médicaments ou un tremblement essentiel ou un Parkinson. C'est une neuropathie diabétique à un stade évolué. D'accord? Donc, c'est essentiellement ces symptômes que vous allez voir chez le diabétique au début. Le diabétique de type 2, c'est la sensibilité des petites fibres. Le diabète type 1, c'est la sensibilité des grosses fibres. Mais on peut avoir un mélange des deux avec l'évolution. Donc, je sais que vous prenez soin des pieds du diabétique comme sa rétine, comme son rein. Donc, son pied, on doit le prendre et le soigner comme ses yeux et ses reins. Donc, ça, c'est les différents types de répartition des symptômes, soit à l'interrogatoire ou à l'examen clinique. D'accord? Et on a différentes catégories. Vous avez, quand on a par exemple une mononeuropathie multiple, vous avez une répartition asymétrique, asynchrone. Aujourd'hui, il va développer un problème dans le territoire cubital. Dans 3 mois, il va développer un problème dans le territoire médian contralatéral. Après quelques semaines, il développe un problème dans le territoire du SPE. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mononeuropathies multiples. On peut avoir par exemple des ganglionopathies.
Les ganglionopathies, c'est l'atteinte du ganglion spinal. Et les malades, ils vont développer des symptômes aux 4 membres en même temps. Et des symptômes plus graves. Ça, c'est un tableau de neuropathie sensitive différente de celle qu'on retrouve dans la neuropathie diabétique. Donc, le type de la neuropathie diabétique, c'est le type de la polyneuropathie distale symétrique, longueur dépendante. Il va commencer au niveau des pieds, à l'extrémité, il va remonter doucement jusqu'à arriver à mi-jambe, ou plus jusqu'au genou. Il va commencer au niveau des mains, il va peut arriver jusqu'au coude, et quand il arrive au coude, il va commencer au niveau de la ligne médiane. D'accord? Et des symptômes qui peuvent être donc à ce moment-là avec une douleur neuropathique qui peut être handicapante. Les troubles moteurs. Donc on a insisté que les troubles moteurs, ils sont très tardifs. À chaque fois que vous avez un trouble moteur chez un malade, au début, attention, probablement c'est autre chose. Soit un autre type de neuropathie a priori, autre que le diabète. Secondo, une neuropathie diabétique atypique. Mais dans tous les cas, ça doit faire une recherche à part. Et dans le diabète, c'est aussi, ça va suivre donc cette évolution de la neuropathie sensitive. Ça va commencer au niveau des pieds, avec des problèmes d'avoir de lourdeur des extrémités. Et à un stade très évolué, ils peuvent avoir un steppage. Donc, et les mains, ils vont être touchés aussi très tardivement. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des troubles végétatifs. Et ça, vous le connaissez très bien. La neuropathie des petites fibres, il peut s'associer à une neuropathie des fibres autonomiques, donc du système autonomique, ce qu'on appelle la dysautonomie ou la neuropathie dysautonomique. Et la neuropathie dysautonomique, une fois, par exemple, vous avez une atteinte cardiaque par neuropathie dysautonomique, le pronostic vital est mis en jeu. Donc les signes végétatifs, ils ne sont pas rapportés généralement par les patients. Il faut les chercher. Par exemple, l'hypotension orthostatique. Si on ne la cherche pas, ça va être soit rapporté sous forme de vertige. Les patients ils vont rapporter que quand je reste longtemps debout, j'ai des sensations vertigineuses. J'ai des acouphènes, des brouillards visuels, donc je dois m'asseoir. Et ça peut être une hypotension orthostatique. Donc les troubles cardiaques, les autres atteintes qu'on va voir. Et l'examen clinique, donc c'est facile de chercher les réflexes chez le diabétique, n'est-ce pas? Vous avez tous des marteaux dans votre cabinet? Voilà, ça fait plaisir. Ah, c'est bien. À chaque fois que vous examinez un malade, vous avez des réflexes abolis. Il n'a aucun symptôme neurologique. C'est une neuropathie asymptomatique. Ça veut dire que c'est un malade à risque de neuropathie. C'est un malade à risque de rétinopathie. C'est un malade à risque de néphropathie. Donc, c'est déjà à un stade beaucoup précoce, on va découvrir que le patient il est en train de développer une neuropathie diabétique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cherché les réflexes que ce patient il ne va pas développer de neuropathie. Vous recevez des malades souvent à un stade évolué ou des malades, et vous, déjà à la première consultation, vous trouvez des réflexes abolis. C'est une neuropathie asymptomatique à risque d'être symptomatique. Et c'est là où on peut agir. Et c'est là où on peut vraiment arrêter l'évolution de la neuropathie. Au stade vraiment évolué, au stade avancé, ça va être un traitement plus ou moins symptomatique pour arrêter le processus et pour traiter les symptômes séquelaires. Donc, par exemple, il y a l'examen du système nerveux autonome, et c'est des examens plus ou moins indirectement par l'examen cardiaque, par la recherche d'hypotension orthostatique. Il y a des examens plus sophistiqués pour examiner le système autonomique, donc le système nerveux autonome, mais déjà, on peut vraiment, sur l'interrogatoire, nous orienter sur la neuropathie diabétique. Pour l'amyotrophie, comme je vous ai dit, si vous travaillez par exemple, votre patient qui a une amyotrophie des mains, on ne va pas dire, ah non, c'est une neuropathie diabétique, attention, c'est probablement une atteinte tronculaire, c'est une atteinte du nerf médian ou du nerf cubital.
Les diabétiques font des médians au poignet et des cubitaux au coude. D'accord, et quand on les opère, ils évoluent très favorablement. Donc la neuropathie dysautonomique, l'hypotension, quand vous avez une chute de tension plus de 30 au niveau de la maxima ou plus de 20 au niveau de la minima, lors du passage de la position couchée à la position debout. Donc c'est cela le diagnostic de l'hypotension orthostatique. La neuropathie cardiaque dysautonomique par tachycardie, des troubles du rythme, un allongement du QT, un infarctus indolore, ça vous le savez, ça peut être une source de mort subite. D'accord? Chez le diabétique, passe ce biais de cette atteinte neuropathique. Altération de l'adaptation cardiaque à l'effort, donc au test à l'effort, tout ça c'est des examens adaptés pour la gastroparésie diabétique, se définit par une paralysie de la motilité et qui peut donner une anorexie ou une constipation. Parfois les malades se présentent pour anorexie ou constipation et c'est une gastroparésie diabétique. La diarrhée, vous connaissez très bien la diarrhée en période postprandiale, fréquente, avec retentissement sur l'état général. Les troubles de la sudation, ils sont souvent non rapportés par les malades, il faut les chercher, surtout la nidrose, par exemple les pieds secs, les patients ne rapportent pas, ils rapportent plutôt les hypersudations. Ils ont tendance à rapporter les hypersudations que les hyposudations, mais quand on les cherche, on les trouve, c'est des stigmates d'atteinte végétative. Les troubles génitosphinctériens, vous connaissez très bien donc l'atteinte urinaire avec la vessie neurogène, le résidu post-mictionnel. Donc ces malades, il faut évaluer chez eux le résidu post-mictionnel, la dysfonction érectile chez l'homme. Donc, c'est des troubles à chercher, parce que les patients, généralement, n'ont pas tendance à exprimer les troubles végétatifs. Et ils peuvent être pourvoyeurs de complications graves et sources de mortalité. Le pied diabétique, donc ce qu'on appelle le pied de Charcot, là, donc, un pied qui est enflé, et on ne sait pas très bien le mécanisme pourquoi il est enflé. On suppose probablement une augmentation de la perméabilité de la membrane basale et aussi osseuse, mais le mécanisme exact n'est pas connu. Mais c'est, comme je vous ai dit, il faut prendre le pied du diabétique un stade avant les complications. Voilà donc les ulcères, d'accord. Vous voyez qu'un patient chez qui vous trouvez un test au monofilament positif, c'est un patient à risque d'ulcère de pied. D'accord? Les drapeaux rouges. Caractéristiques de l'atteinte neurologique. Donc l'atteinte asymétrique. Donc un diabète d'évolution courte, moins de 5 ans, qui fait une atteinte diabétique et neuropathique. Attention, probablement ce n'est pas une neuropathie diabétique commune, probablement c'est une autre neuropathie. Quand il est asymétrique, d'accord? Quand il y a une absence de rétinopathie ou de microalbuminurie, donc à l'examen protéinurie de 24 heures, déficit moteur important ou déficit au début de l'histoire, atteinte des membres supérieurs au début, une autre étiologie possible, d'accord, des atypies à l'EMG, à l'électromyographie, et je sais que vous ne demandez pas systématiquement l'EMG, c'est légitime. Mais c'est utile de le demander quand c'est possible, parce que ça peut donner des renseignements intéressants pour votre malade et ça peut montrer des atypies qui peuvent donc déclencher une autre prise en charge adéquate et faire un diagnostic de neuropathie autre que celle du diabète. Est-ce que vous suivez? Ça va? Maintenant, donc, je vais un petit peu parler de la prise en charge et je ne vais pas parler de vos compétences. Je vais insister sur un seul volet, c'est le volet de la douleur neuropathique. Donc, le traitement de la douleur neuropathique, pourquoi? Parce qu'il affecte directement la qualité de vie de vos malades. Soulager vos malades, ça veut dire vous gagner votre clientèle. D'accord?
votre confiance de vos malades. Je sais pas uniquement la clientèle, hein, d'accord? Je rigole, juste pour vous dire que vous gagnez la confiance de vos malades, d'accord? Les soins podologiques, tout ça, c'est votre boulot. Il y a cette échelle que vous connaissez très bien, qui est simple et qui est très utile. Et ça, on l'utilise, nous, pour toutes les douleurs neuropathiques, diabétiques ou autres. D'accord? Donc, c'est simple. Brûlure, harq, sensation de froid douloureux. Wesh, le ma bard, كتحسبه كيضرك كيحرقك. D'accord? Des charges électriques. تضربك الضوء. هذيك نيشان. Des fourmillements, mal, d'accord? Picotement, quoi? C'est différent, hein? C'est important, c'est différent, c'est pas fourmillement comme picotement. Engourdissement. Hassan Jiddan, d'accord? C'est différent, parce que ça nous renseigne sur le déficit moteur. D'accord? Mais c'est tqil. Ragdin. Merci beaucoup. Démangeaison. C'est quoi démangeaison? Très bien. Hypoesthésie au tact, ça c'est l'examen. Hypoesthésie à la piqûre. Donc je vous ai dit au début, sensation chaud-froid et aussi la piqûre. C'est des outils simples. Vous n'avez pas besoin de... Vous avez tous les examens dans votre cabinet. Le frottement. Les patients peuvent décrire que الحوايج ديالي كيضروني. D'accord? ولا منين كنبدا نحكها ولا نبرك عليها كتضرني. C'est différent, mais ça vous donne un score. Et ce score, quand il dépasse 4, c'est une douleur neuropathique définie, avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. D'accord? Donc, c'est un outil simple, rentable. Donc, pour le traitement, je vais vous donner les dernières recommandations dans le traitement de la douleur neuropathique diabétique. Et là, ce qui ressort dans les recommandations, c'est donc la liste des différents médicaments qu'on peut donner avec les dosages, la titration, le maximum de dose et la durée de la titration. D'accord? Et on a vraiment beaucoup de médicaments qu'on peut utiliser. D'accord, donc dans cette indication. Comment? Puisque 2 minutes. Donc ça c'est le papier de référence, donc qui vous donne les recommandations sur le niveau d'épreuve. Ici on a la prégabaline à des doses entre 300 et 600 mg. Et ça c'est le niveau. Après il y a le niveau B, c'est pour toutes les autres molécules. Je vais aller plus vite parce que ça, c'est un cas de neuropathie diabétique, puisque j'ai que 2 minutes. C'est une patiente qui a des acroparesthésies, douleurs des membres inférieurs, ensuite des membres supérieurs, évoluant de façon progressive, diabétique avec insuffisance rénale chronique. Ça, c'est son DN4. Donc, il a 8 sur 10. Donc, et au-dessus de 4 sur 10. Ça, c'est son ENMG qui confirme la polyneuropathie sensitive longueur dépendante. D'accord? Et ça mise sous Epica, 50 mg. Et ça, j'insiste beaucoup, s'il vous plaît, allez progressivement. Parce que vous allez perdre votre malade en allant trop vite. Il ne faut pas dire 300, je vais commencer par 300. Allez doucement, 50 mg par semaine. Parce que le malade, une fois que vous donnez 75 x 2 ou 300 x 2, le malade aura des vertiges, aura des troubles centraux, troubles de concentration et certainement, il ne va pas être coopérant, il ne va pas être observant. Donc, ça, après juste 6 jours, on a une très bonne réponse, une réduction de la douleur de 60%. Donc, je vous remercie. Merci.
Merci, Dr Swirti. Nous avons vraiment Swirti de vous avoir avec nous. Une grande chance de vous avoir avec nous. Merci pour votre présentation qui a été globale, qui a englobé toutes les formes de neuropathie. Et merci au laboratoire Promofarm de nous avoir permis de faire connaissance de cet éminent orateur jeune qui fait honneur à la médecine marocaine. Merci à vous. Je vous prie, s'il vous plaît, après la présentation qui va suivre, il va y avoir la séance d'inauguration. La séance d'inauguration, ce n'est pas les membres du bureau. L'ADN, c'est vous. Vous devez honorer votre association et vous devez, si je me permets, vous devez assister à cette séance d'inauguration parce que c'est votre congrès, c'est l'inauguration de votre congrès. Nous sommes un peu en retard. Je vous prie de garder un peu de silence. Dr Swirti, احنا راه هكذا احنا ديما تنسكتوا وتنسمعوا. تبارك الله عليكم. ربي يخليك. Ça c'est les médecins généralistes de tout le Maroc. C'est l'écoute attentive qui suit et vraiment vous nous avez accaparé par votre présentation. Nous avons deux questions parce que nous sommes un peu en retard. Il y a déjà deux médecins qui sont là, le président et le trésorier de l'ADN. Je n'y peux rien. Alors, le président. Président, Dr Skat. Bonjour, bienvenue à l'ADN, à ce 3e congrès. Donc, concernant la neuropathie diabétique, on voit déjà des signes de neuropathie chez les patients diabétiques sous ADO seul. Est-ce que l'insulinothérapie ou le passage à un schéma basal peut rendre service à ces patients, sachant que l'insuline a une action antalgique? Oui, donc bien sûr que il faut qu'il y ait une indication pour l'insuline. Une fois l'indication est pour l'insuline, ça va être bénéfique aussi vu qu'il va favoriser, donc il va contrebalancer le déficit au myo-inositol. Donc c'est intéressant, l'insuline il a un effet bénéfique sur la neuropathie. Donc une fois il est indiqué, donc il faut l'instaurer. Ça va être bénéfique pour... Donc ce n'est pas une indication de dire que... voilà. La neuropathie ne va pas s'installer dès le début du diabète. Déjà c'est un patient qui est diabétique ancien et s'il est mal équilibré, donc c'est ça l'indication, il devrait être mis sous un renforcement de son traitement, de son ordonnance. Exactement. Et vu qu'il s'installe tardivement en parallèle avec la rétinopathie et la néphropathie, donc il faut avoir la main facile à... Exactement. La parole, docteur. Merci, monsieur le professeur Swirti. Une fois je dépiste la neuropathie diabétique, est-ce qu'il n'y a pas un bilan à demander? Voilà. Le bilan minimum à demander, c'est quand vous avez une neuropathie, que vous dépistez chez un malade diabétique avec une longue dévolution, après 5 ans d'évolution, 4 ans d'évolution, vous pouvez faire un bilan minimal. Et moi, ce que je fais en pratique, c'est que je demande bien sûr l'NFS, ionogramme, l'hémoglobine glyquée. Je demande aussi la vitamine B12. D'accord. Et l'EMG, quand il est possible, c'est bien. Mais quand le patient a un problème de moyens, vous pouvez prendre en charge le malade sans EMG. Et une fois que vous avez une atypie, de la neuropathie, des problèmes de déficit moteur, d'une asymétrie, ça commence au niveau des membres supérieurs. Attention, c'est probablement autre chose. À chaque fois que vous avez des atypies, ça ne cadre pas avec le diabète, faites un bilan plus exhaustif, demandez l'EMG. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. J'ose ajouter que toute douleur qui ne répond pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
habituelle. C'est une douleur neuropathique jusqu'à preuve du contraire. Ça mérite d'être dit. Faut pas se contenter d'un traitement de première intention. Il faut chercher à soulager votre patient en passant par d'autres paliers. Vous pouvez utiliser les dérivés morphiniques, le tramadol, ensuite les morphiniques. Surtout dans les neuropathies concomitantes au déséquilibre ou aux régulations d'un équilibre antérieur. Vous pouvez les utiliser sans problème. Merci.